Grosse info qu'on a eu hier, qui a un peu traumatisé Internet. Tout le monde était en train de péter un plomb sur Insta quand je suis passé vite fait regarder les stories. Nicolas Sarkozy a été libéré. Et oui, le Edmond Dantès français qui était incarcéré à la prison de la Santé, il est sorti de tôle hier. Les images, elles étaient terribles, hein. Je ne sais pas si vous les avez vues. Il était là, boitillant. Les yeux avaient perdu l'habitude de la lumière à force d'être enfermé à l'ombre. Sa barbe avait poussé presque jusqu'à toucher ses pieds. Ses cheveux étaient devenus filasse, emmêlé, et lui tombait jusqu'en bas des épaules. Évidemment, après tout ce temps passé en prison. Et bien sûr que non, mais bien sûr que non. En réalité, notre ami Sarkozy, il n'a fait que 21 jours de prison. C'est même pas assez, je pense, pour se faire pousser une moustache. Évidemment, quand on a vu qu'il était sorti après seulement 21 jours, tout le monde a ragé. J'ai été exactement comme vous. Sur le moment, je disais, mais quoi, il sort, ça fait que 21 jours qu'il est en prison. C'est pas juste, nanana, quelle est cette justice? Sauf que non, en vrai, it's ok. Et je vais vous expliquer pourquoi it's ok et pourquoi il faut peut-être éviter d'avoir cette lecture-là de l'événement. Il n'y a aucune raison de péter un câble. C'est la réaction intuitive parce qu'on aurait voulu qu'il reste un peu plus longtemps. Ça aurait été bien, mais en réalité, le fait qu'il soit sorti, il y a vraiment une logique juridique à ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il faut pas tomber tout de suite dans une espèce d'indignation un peu creuse qui consiste à s'énerver parce que le type a été libéré et vivre ça à nouveau comme une espèce de grande défaite politique horrible. Ça n'est pas le cas. Je passe quand même une énorme dédicace au compte Instagram, le droit de comprendre le droit. Pitié, allez suivre ce compte, c'est génial, c'est super intéressant, c'est trop bien fait. C'est géré par une spécialiste des questions de droit qui a toujours le mot juste pour expliquer des cas complexes. Et donc, beaucoup d'infos là que j'ai et qui m'ont aidé à comprendre la situation viennent de posts et de stories qui ont été faits par le droit de comprendre le droit. Donc voilà, je le redis, grosse dédicace. Revenons un peu à la base. Sarko, il a bien été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Et sa peine, elle était assortie de ce qu'on appelle un mandat de dépôt, ce qui veut dire tout simplement qu'il a bien dormi en zonzon. Donc Sarko, reconnu coupable par le tribunal, il prend 5 ans de tôle, le tribunal dit bon bah voilà, il va falloir qu'il aille en prison. Alors c'était un mandat de dépôt différé, il n'est pas allé en prison tout de suite, mais finalement il a bien dû y aller et il a dormi en cellule. Et déjà ça c'est pas mal, hein. Quand même pas mal de vous dire que on a un ancien président qui a été mis en prison. Exception faite de Pétain, dont on a déjà dit que c'est quand même un régime politique spécifique, une période spécifique. Est-ce qu'on peut vraiment le caler dans la même catégorie que les autres présidents de la République? C'est la première fois qu'un président de la République française se retrouve en tôle comme ça, donc c'est quand même pas rien. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que Sarkozy, au moment où il est mis en prison, en fait, il n'est pas vraiment en train de purger sa peine définitive. Pourquoi? Parce que Sarko, il va faire appel. Et donc, il est dans ce qu'on appelle la détention provisoire. C'est un régime qui va permettre d'incarcérer des personnes qui ne sont pas encore définitivement, j'insiste sur le définitivement, condamné. Pourquoi en fait Sarko il n'est pas définitivement condamné? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait appel tout simplement. Et l'appel, c'est une voie de recours qui permet à une personne de contester une décision qui va être rendue par un tribunal en première instance. En gros, en France, il y a 3 possibilités d'être jugé. Il y a la première instance, il y a la cour d'appel, il y a la cour de cassation. Et encore, la cour de cassation, elle ne refait pas le jugement, elle vérifie que la loi a bien été respectée dans le jugement précédent, qu'il y a bien une conformité au droit. Donc on ne refait pas tout le process du jugement. Par contre, première instance, cour d'appel, on rejuge. L'appel, c'est tout simplement une manière pour une personne de contester une décision qui a été rendue après avoir été jugée une première fois. En gros, je suis condamné, je pense que le tribunal il s'est planté, et je demande à être rejugé par une juridiction supérieure. Donc la cour d'appel, et elle va rejuger de A à Z et elle va pouvoir soit confirmer le premier jugement, dire à monsieur Burgalassi vous êtes condamné à 5 ans de prison, soit le modifier, monsieur Burgalassi vous êtes condamné à 10 ans de prison. Ah non, j'aurais pas dû faire appel. Monsieur Burgalassi vous êtes condamné à 1 an de prison. Ah, j'ai bien fait de faire appel. Voire elle peut annuler le truc. Monsieur Burgalassi, vous aviez raison, vous n'aviez rien fait, vous êtes libre. Et là, je m'en vais libre, ok? En fait, à partir du moment où il fait appel, il passe dans un autre statut, il devient présumé innocent, et à partir de là, s'il doit rester en détention ou pas, ça va être le régime de la détention provisoire, et le régime de la détention provisoire, il est régi par un code totalement différent, d'accord? Le truc, c'est que des gens en détention provisoire, il y en a plein, oui, ça c'est vrai. Et ils ont moins de facilité que lui pour sortir.
Oui, mais de toute évidence, si vous voulez que je vous dise que Sarkozy n'est pas privilégié de par son statut d'ancien président, d'homme riche et blanc, incroyablement connecté, et en plus qui bénéficie d'une incroyable médiatisation de tout ce qu'il fait, bien entendu que Sarko, il n'est pas dans la condition de vie d'un détenu ordinaire. Cela dit, il n'y a rien d'anormal non plus à ce qui se passe autour de cette question de l'appel. La cour d'appel, en gros, elle va rejuger l'affaire qui a déjà été jugée une première fois. Pourquoi c'est bien, en fait ? Parce que ça protège bêtement des erreurs judiciaires. Vous êtes jugé une première fois, il y a une énorme erreur qui est faite, bah vous avez la chance d'être rejugé une deuxième fois par d'autres gens, dans un autre contexte. Ça permet aussi à des personnes qui maîtrisent pas forcément les rouages juridiques de mieux se défendre. Vous faites votre procès en première instance en pensant, pourquoi pas, que vous pouvez vous représenter vous-même. Vous faites manger vivant. Parce que, on va pas se mentir, aller sans représentant à un procès, c'est le meilleur moyen de prendre une condamnation exemplaire. Bon bah, en appel, vous revenez avec un avocat. Des gens qui maîtrisent pas tous les codes, qui pourraient avoir dans un premier procès mal assuré leur défense, peuvent en tout cas ont une seconde chance de le faire. L'appel, c'est une bonne chose. Ça permet aussi, je trouve, parfois de rejuger des affaires qui en première instance ont été jugées dans un moment médiatico-politique beaucoup trop enflammé, qui a forcément agi positivement, négativement sur les décisions qui ont été prises. Il y a des moments politiques qui viennent, et médiatiques, qui viennent totalement entacher le bon déroulement de la justice. On peut pas faire comme si toutes les personnes dans les tribunaux, elles étaient exemptes d'affect, et donc des fois dans des affaires dramatiques, incroyablement médiatisées et tout, ça va forcément appuyer quelque part. Et donc on a besoin, à un moment donné, de pouvoir parfois corriger ses biais sur un temps plus long en proposant un rejugement et de reprendre et de revoir notre manière de considérer quelque chose. C'est quelque chose qu'on doit défendre, hein. Si vous êtes des défenseurs du principe démocratique, bon bah l'appel c'est une condition d'un état de droit, c'est vraiment une condition sine qua non. Ça évite que on juge quelqu'un une fois et puis nique sa mère, t'es en prison pour toute ta vie, bah t'as eu une chance et puis voilà t'as raté. Non, on fait un truc. Si ça va pas, on revérifie, on refait tout de A à Z pour être sûr que la décision elle est bonne. Et une fois que ça a été fait, on a encore un recours où on vérifie que tout ce qui a été fait a été fait dans le respect de la Constitution, du droit, de nos lois. Et Sarko, il a fait appel. Donc, à partir du moment où il a fait appel, il a été incarcéré, et donc il était déjà incarcéré, mais plus sous exactement le même régime qu'au moment où il est rentré. Il est passé sous le régime de la détention provisoire dans l'attente de son nouveau procès en appel qui aura lieu en mars. Ça veut dire que à ce moment-là, en fait, sa peine de 5 ans, tant que le recours juridique, donc de l'appel qu'il est en train d'utiliser, c'est pas vraiment comme s'il était en train de l'appliquer. Ça change totalement, en fait. La logique change totalement. Il n'était plus vraiment en train de purger sa peine. Il n'a pas, là, été libéré de ses 5 ans de prison. Il était juste maintenu en prison en tant que personne qui allait être rejugée en appel, dans l'attente de son procès. Mais, en fait, il était aussi, à partir du moment où il a demandé à faire appel, présumé innocent. Et donc, pour décider de le garder en détention provisoire, eh ben, il fallait qu'il rentre dans des cases très spécifiques. Et donc les cases très spécifiques, elles sont déterminées par l'article 144 du Code de procédure pénale, qui détaille donc comme étant nécessaire à la détention provisoire que si c'est, je cite, l'unique moyen de protéger des preuves, d'empêcher des pressions ou des concertations, de prévenir la fuite ou la récidive du prévenu ou de protéger la personne mise en examen. Et dans le cas de Sarko, la cour d'appel, à partir du moment où Sarko il a fait appel, elle a dû statuer pour savoir s'il fallait le maintenir ou pas en détention provisoire. Et ils ont décidé qu'avant le procès, c'était pas nécessaire de garder Sarkozy parce que, je cite, « Il ne ressort ni des réquisitions du ministère public ni de la motivation des premiers juges ayant conduit au prononcé d'une incarcération différée qu'il existerait un risque d'insuffisance de garantie de représentation, car il ne ressort pas de la procédure qu'il existerait au stade de l'appel un risque de dissimulation de preuves, de pression, de concertation et de réitération qui ne puisse être contré par une mesure de contrôle judiciaire. » À ce stade-là, du point de vue de la loi, à partir du moment où il est rentré dans la procédure d'appel, c'est plus la même logique de le maintenir en prison et du coup il n'y avait plus de raison de l'y laisser. Attention, et justement, il n'a pas été libéré sans aucune contrainte, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas aller où il veut, il peut pas rencontrer Gérald Darmanin. La justice a pris note de la visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy et lui a interdit qu'ils se rencontrent pour éviter évidemment qu'il y ait forcément quelque chose qui vienne fausser le bon déroulé du procès. Il y a quand même une volonté de prendre en compte tout ce qui s'est passé. Si vous avez bien suivi, en gros, la justice n'a
n'a pas innocenté Sarkozy. C'est très important. Rien ici ne vient remettre en question ce jugement. Simplement, on pourrait dire qu'en quelque sorte, ce jugement est suspendu le temps que l'appel soit fait et que ce soit rejugé. Et tout le temps que Sarko ne passera pas en prison là, il va y avoir l'appel. S'il est recondamné à 5 ans de prison et qu'il y a une condamnation définitive après, il va falloir qu'il y aille en prison. Alors évidemment, à l'âge de Sarkozy, peut-être que le temps que ça arrive, il aura passé les 70 ans et qu'il aura de nouvelles procédures de libération en raison de son âge qui existent. Cela dit, bien sûr, ce sera un peu énervant si du coup ça fait qu'il échappe à une incarcération. Personnellement, je trouve souhaitable que les gens ne soient pas maintenus en détention à des âges où clairement ils ont besoin de suivis médicaux et de conditions de vie plus tolérables que celles de la prison. Je rappelle que là, l'espérance de vie en prison chute drastiquement pour les personnes qui vivent en tôle. Donc bien sûr, c'est insupportable de voir un Balkany sortir de prison, aller danser, se foutre de la gueule des juges. Cela dit, ça ne doit pas nous faire oublier que c'est quand même des principes humanistes importants que celui de considérer la vie des personnes incarcérées. Voilà, donc pour moi, c'est déjà vraiment pas mal que Sarko, il ait fait ses 21 jours de prison. C'est pas si commun que ça pour ce genre de procès que le gars, il ait eu un mandat de dépôt direct. C'est vraiment un geste très fort du tribunal qui avait d'ailleurs sur le moment argumenté de l'exceptionnelle gravité des faits pour justifier le mandat de dépôt et le fait de faire dormir Sarkozy en tôle. L'acte symbolique, il était là. C'était quand même assez incroyable. Et je pense qu'il faut pas qu'on rentre un peu dans cette com des fans de Sarkozy qui parlent de cette libération comme si le mec venait d'être innocenté. C'est pas le cas. Et symboliquement, voilà, c'est très fort qu'un ancien président, il ait passé 21 jours en prison. C'est pas rien. Il a été incarcéré, il a dormi en tôle. C'est pour ça que je vous dis, it's okay. Voilà, it's okay. Tant que en appel, il est pas totalement innocenté, il va se retrouver à refaire son procès. Et je le redis, le procès pourrait avoir des résultats totalement différents. Ce sera l'occasion peut-être d'une autre médiatisation de l'affaire. La première médiatisation du premier procès avait été, je trouve, très en deçà de ce qui devrait être attendu du procès d'un ancien président. Là maintenant, peut-être que les médias ont senti qu'il y avait une appétence quand même de la part du public pour entendre parler de Nicolas Sarkozy, pour entendre parler de ce procès, pour entendre parler de l'affaire libyenne, que finalement oui c'est compliqué mais pas si compliqué que ça et que ça peut intéresser tout le monde. Donc ce sera l'occasion peut-être de faire mieux comprendre aux gens ce qui s'est passé, mieux comprendre la condamnation, mieux raconter l'affaire libyenne pour que les gens soient scandalisés à la hauteur du scandale parce que mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être positives aussi dans ce jugement en appel et je le redis, de toute façon il ne faut pas remettre en question le principe de l'appel. C'est très très important et c'est un principe démocratique qu'on doit défendre corps et âme. En y réfléchissant, j'imagine que ça vous semble toutes et tous logique de vous dire que mon Dieu, heureusement qu'on est dans un système où on peut rejuger. Il aurait mieux fait de rester à la santé, au moins il était protégé des chansons de sa femme. C'est vrai, c'est vrai. Ah, elle a dû arriver comme ça, elle a dû lui chanter Alléluia là. Alléluia, Alléluia. Tu sais, elle a dû regarder les gars, allez, on repart, 21 jours en vrai. Allez, on refait un mois.